Ah oui, c'est le successeur d'un objectif ultra populaire parce que on croule sous les objectifs en monture Sony, mais quand on cherche une alternative au 70-200, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Et ce 70-180, première génération, quand il est arrivé, il cochait toutes les cases. Petit, léger, compact et en plus excellent. Il tenait tête au 70-200 de chez Sony. Donc le voir arriver le successeur, bah, c'est forcément un événement et un objectif important. Alors il vient compléter une gamme aujourd'hui chez Tamron qui est composée d'un 17-28-2.8 qui pour l'instant n'est pas en G2, donc c'est une première version. Un 28-75-2.8 qui lui est en G2 et on a maintenant le 70-180. Les nouveautés par rapport à la G1, c'est une stabilisation. La G1 n'était pas stabilisée, donc ça c'est une grosse nouveauté. Et la deuxième, c'est qu'ils ont refait complètement la formule optique. On va voir s'il est capable de tenir le merveilleux GM2 de chez Sony. Un œil sur les caractéristiques techniques, 9 lamelles. On a pour moi les mêmes moteurs autofocus que la première génération avec des algorithmes qui ont un peu été améliorés. On a cette nouvelle stabilisation, 20 éléments répartis en 15 groupes, tropicalisés. On peut mettre des filtres d'un diamètre de 67 mm comme sur tous les autres objectifs Tamron et ça c'est assez pratique. En termes de taille et de poids, il est un tout petit peu plus gros et un tout petit peu plus lourd que la première génération, mais ça reste toujours ce qui se fait de plus léger et de plus compact sur ce genre de focale là. En termes de distance de mise au point, alors on a un peu régressé si on regarde le grossissement, puisque la première génération était capable d'atteindre 0,5 fois en MF. Ici, on s'est amélioré, mais en fait, quand on reste avec l'autofocus. Avec l'autofocus, on était à 0,25 avant, on est maintenant à 0,38. Donc, on a un excellent rapport de grossissement parce que le 70-200 2.8 GM2, lui, était à 0,3. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est supérieur à ce que fait Sony. On n'est pas compatible avec des multiplicateurs. Par contre, on a un prix qui a un peu augmenté, 200 euros de plus par rapport à la première génération, 1499 euros. Et on ne va pas tourner autour du pot. Ici, on est zoomé à 200%. En termes de piqué, la deuxième génération est dans un autre monde, notamment à 70 mm de ce que faisait la première génération. Vraiment, là pour le coup, le niveau atteint à f2.8 à pleine ouverture au centre est purement étonnant. Pour moi, on n'est pas loin du grade excellent. Et on a toujours cette caractéristique d'avoir un objectif qui est extrêmement homogène à 70 mm. Et vraiment, la différence par rapport à la première génération est énorme. Et d'ailleurs, je dois dire que quand je le compare avec le GM2 de chez Sony, bah franchement, au centre, en termes de piqué, on est sur le même type de piqué sur le Tamron et sur le Sony. Donc c'est vraiment excellent. Et c'est la même chose sur les bords. À 70 mm, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Et juste pour faire toutes les ouvertures, on voit que au centre, ça s'améliore pas du tout quand on ferme. Et franchement, c'est très stable jusqu'à F11. Il n'y a vraiment qu'à F16 qu'on voit une diminution du piqué. Et sur les bords, en termes d'homogénéité, on a quand même une belle amélioration et on atteint le meilleur piqué à f5.6 où on a une homogénéité absolument parfaite sur 61 millions de pixels. Allez, même exercice à 180 mm à pleine ouverture 2.8. On a quand même une amélioration par rapport à la première génération. Amélioration au centre. Et sur les côtés, je ne vois pas une amélioration énorme. Sur les côtés, on reste avec une optique qui est globalement homogène. Mais c'est vrai que les côtés à 180 mm sont un peu moins impressionnants que le centre. Et même quand je le compare avec le Sony, le 70-200, bah franchement, c'est zoomé à 200% sur une haute résolution. Il n'y a pas une différence énorme entre les deux. Pour moi, le Sony est légèrement supérieur, mais on est vraiment sur le même genre de piqué. Et sur le côté, c'est à peu près la même chose. Et je vous mets maintenant toutes les ouvertures à 180 mm. On voit très peu de progression sur le centre. C'est stable jusqu'à f11 et ça se dégrade à f16. Et effectivement, quand on va sur les côtés, on a une belle amélioration qui arrive plutôt à f8, où on a probablement une homogénéité parfaite à f8. Bref, en termes de piqué, on a une belle amélioration entre la première et la deuxième génération, on voit nettement la différence. En termes d'autofocus, je vais être un peu plus timoré parce que si vous regardez la vidéo du test de la première génération, je disais à l'époque que moi j'estimais que les moteurs autofocus étaient capables de tenir entre 8 et 10 photos par seconde. Et franchement, c'est à peu près ce que je vais retrouver ici. Donc, j'ai été étonné par exemple que vous voyez ici, elle arrive vraiment lentement. Elle fait du roller, mais alors c'est assez lent quoi. Et j'ai quand même 15% ici de déchets sur cette rafale-là. Donc ça fait, vous voyez, celle-là pour moi, elle est juste. Hein. Je l'ai comptée bonne pourtant. Mais pour moi, c'est un peu juste. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu plus de déchets que ce que j'aurais aimé dans une deuxième génération. Et clairement, quand je fais courir ma chienne, vous voyez, sur une rafale comme ça ici, donc là, par contre, elle arrive à fond. Elle ne peut pas arriver plus vite. Je la motive à fond et compagnie. Allez, go, elle vient à fond. Bah, c'est vrai que j'ai quand même des photos nettes parce que vous voyez ici, celle-là, elle est 100% nette. Elle est magnifique. Le bokeh est beau. Les couleurs sont belles. Donc tout ça, c'est très très bien.
Mais c'est vrai que, vous voyez, quand elle va s'approcher ici, on voit que l'autofocus, il est largué, quoi. Il est largué, et là, pour le coup, j'en ai plus. Dès que ça s'approche très très près, j'en ai plus aucune de bonne. Vous voyez, celle-là, pour moi, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle n'est pas bonne. Pas bonne. Pas bonne. Ah, celle-là, je l'ai comptée bonne. Vous voyez, c'est la dernière que j'ai à peu près bonne. Et celle-là, elle est belle avec les quatre pattes qui touchent pas le sol. Et vous voyez, elle est floue. Alors que celle d'avant était bonne. Donc, en termes d'autofocus, je trouve que ça dépend un peu quel modèle d'appareil vous avez. Si vous avez un appareil avec un autofocus qui est relativement lent, ce qui est le cas d'un Sony A7 III, d'un Sony A7 IV, de la majorité des Sony en fait, hein, qui sont bridés la plupart entre 7 et 10 images par seconde sur la majorité des modèles. Par contre, si vous avez du Sony A9, si vous avez du Sony A1, évidemment, ce genre d'autofocus très rapide, ou dans le futur, si Sony fait des autofocus plus rapides, c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer aller dépasser du 8 ou 10 images par seconde, donc c'est probablement pas une optique qui est faite pour le sport. Donc ça va suffire. Vous voyez, moi ici, si j'étais en train de faire des photos de ma chienne, probablement que ça passe avec le nombre de photos que j'ai. J'ai 50% à peu près de photos qui sont bonnes. Je suis content. Ça me suffit probablement. Mais si vous êtes spécialisé dans le sport, que vous faites des rafales en permanence et compagnie, petite limite, je trouve, sur la cadence de rafraîchissement de l'autofocus. Alors, je vous le disais, en termes de rapport de grossissement, ça c'est ce que faisait la première génération. Ça, c'est ce qu'est capable de faire cette deuxième génération. Donc, on perd un tout petit peu en termes de rapport de grossissement, tout en restant meilleur que ce que fait Sony sur son GM2. Par contre, en termes de piqué, encore une fois, quand vous regardez le piqué au même rapport de grossissement de la G2 par rapport à la G1, il n'y a pas photo. Le piqué est absolument sublime, même quand vous travaillez au maximum du rapport de grossissement. En vidéo, l'autofocus a très bien marché. Franchement, sur une marche ou même sur une course, j'ai jamais noté le moindre pompage. On a un autofocus qui reste accroché au sujet. On a une mise au point qui vraiment se rafraîchit constamment. Franchement, ça marche assez bien. Alors, vous voyez, ici, quand même, sur une belle course, hein, nickel. En vidéo, une belle course comme ça avec une profondeur à f2.8, ça passe. Je vois pas de retard dans la mise au point. Et c'est exactement ce que je vous disais dans ma vidéo sur le G1, où en vidéo, franchement, j'avais absolument aucune limite. Ça marchait très bien en termes autofocus. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Tamron ne l'a pas vue avant, ni n'a donné aucune consigne. C'est très important pour moi de rester indépendant. Et c'est grâce à vous. Parce que quand vous allez sur ipln.fr et que vous mettez mon code créateur Damien, moi ça me permet de rester indépendant, mais de financer quand même mon travail, parce que ces vidéos-là, évidemment, c'est beaucoup de travail. Merci à tous ceux qui m'aident avec le code créateur Damien. Un mot sur la qualité du bokeh, sur les trois objectifs. Pour moi, c'est pas un critère discriminant. Le bokeh est vraiment très beau sur les trois objectifs. Même ici, hein, sur un bokeh avec un environnement chargé, le Sony est peut-être légèrement plus doux que les autres. Le première génération est probablement le bokeh le plus dur, mais franchement, c'est pas vraiment un critère pour choisir. Idem, vous voyez sur cette photo-là, oui, effectivement, peut-être que le bokeh du Sony est un peu plus doux. Là où on voit peut-être une légère différence, c'est sur les ronds de bokeh. On a un tout petit peu d'onion ring, vous voyez, sur les Tamron, alors que le bokeh du Sony est vraiment sublime, sans rien dedans. C'est peut-être la seule chose qui les distingue, parce que même dans les coins, quand je vais regarder ici, moi, je vois pas de grande différence entre ces objectifs-là. Pour moi, on a des bokeh qui sont ce qui se fait de mieux. Il faut savoir que sur cet objectif, on n'a plus de focus bruising. On en avait sur la G1, sur la G2, quand vous changez le point comme ça. Transition parfaite, sans changement de cadre. Il faut savoir aussi qu'on est sur un objectif qui est parafocal à un détail près. C'est-à-dire que quand vous zoomez comme ça, il y a un moment donné où on a l'impression que vous avez un flou qui est dû au fait que probablement les lentilles ne bougent pas assez vite. Donc ça, clairement, c'est un point à noter. Vous n'allez pas pouvoir faire des zooms pendant que vous êtes en train d'enregistrer parce que vous allez avoir une perte d'image à un moment donné. Là, je vous montre la stabilisation. Pour moi, la stabilisation du G2 est quasiment ce qui se fait de mieux. La G1, on voit qu'il n'y avait pas de stabilisation. C'est probablement celle qui bouge le plus. Mais franchement, sur les trois, moi, j'ai tendance à dire que c'est la stabilisation du G2 qui marchait quasiment le mieux, au moins aussi bien que la stabilisation du Sony en GM2. Donc, bien joué de la part de chez Tamron en vidéo. Et en termes de stabilisation en photo, moi j'ai pu prendre des photos à 1/5 de seconde à 180 mm et j'avais 18% des photos qui étaient bonnes et c'est un pourcentage qui est à peu près identique à celui du 70-200 GM2 et qui est largement supérieur à celui du première génération. Donc bien joué à Tamron, la stabilisation semble plutôt bien fonctionner. Distorsion en coussinet sur cet objectif qui s'amplifie au fur et à mesure qu'on zoome, hein, très nettement.
La distorsion, on la voit pas sur les JPEG et elle est corrigée automatiquement sur les fichiers RAW avec les profils de correction. En termes de vignettage, oui, on a pas mal de vignettage sur cet objectif-là. Il faut attendre en plus f8 pour qu'il disparaisse. Donc, sur un 70-180, c'est pas un problème, vraiment, puisque généralement, on est sur une optique où on va faire beaucoup de portraits. Le vignettage est plutôt quelque chose qu'on rajoute après. En termes de flair, franchement, il y a une très très bon contrôle du flair et c'est vraiment, il n'y a pas du tout de problème sur cet objectif-là. Au mieux, j'ai noté, effectivement, lorsque vous êtes vraiment face au soleil, que vous mettez le soleil au centre, bah, vous avez une petite perte de contraste. Mais c'est vrai que de billes de flair, le maximum que j'ai trouvé, c'est peut-être cette photo-là. Donc c'est très très bien contrôlé. Juste effectivement, quand vous êtes face au soleil, vous avez une petite perte de contraste. Et je vous la fais courte sur les aberrations chromatiques parce qu'il n'y en a pas. Un mot sur la construction de l'objectif. Moi, j'ai trouvé mieux construit que la première génération. Il fait moins plastique et un peu plus métal. Ils ont surtout ajouté des boutons. Un des symboles de cette deuxième génération de chez Tamron, c'est notamment ce port USB-C qui va vous permettre, grâce à un logiciel qui s'appelle Tamron Lens Utility, qui est valable pour Windows et pour Mac, sur lequel je vous ai déjà fait une vidéo, allez la voir sur la chaîne. Mais en fait, ça va vous permettre de personnaliser le bouton personnalisable et aussi vous avez un switch avec une position 1, 2, 3 et vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser grâce à ça. Parmi les choses intéressantes que ça permet de faire, c'est que si vous êtes vidéaste, vous avez la possibilité de passer la bague de mise au point de linéaire à non linéaire. Mais vous allez avoir aussi la possibilité d'enregistrer par exemple un changement de point autofocus et d'enregistrer un point A et d'enregistrer un point B. Et par exemple de passer du point A au point B en appuyant sur le bouton. Il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes que aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que Tamron qui fait ça. Donc c'est vraiment plutôt sympa d'avoir cette construction-là et d'avoir ce bouton et d'avoir ce port USB-C. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est un problème d'avoir 180 mm à la place de 200 mm? Pour moi, pas du tout. C'est quasiment exactement la même chose. Donc vraiment, pour moi, c'est un non-sujet. Bon, au moment de conclure, je me suis régalé. C'est une super optique. Elle est compacte, elle est légère. On prend plaisir à la transporter et à l'utiliser. La qualité optique est incroyable. Donc vraiment, c'est du beau boulot de la part de chez Tamron. Oui, j'aurais préféré que l'autofocus soit un tout petit peu plus véloce pour qu'on puisse aussi faire du sport avec. Mais ça suffit probablement dans 95% des usages. Dommage, hein, le prix aussi qui a un tout petit peu augmenté, qui vient dégrader un tout petit peu le rapport qualité-prix. Pour autant, on peut dire que aujourd'hui, elle est sans concurrence aujourd'hui sur le marché, cet objectif-là. Et donc, je pense qu'elle va plaire à beaucoup d'utilisateurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Code créateur Damien. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!